Il gémissait depuis le petit matin, lorsque le soleil avait percé les lourds rideaux de la chambre, et son corps tremblait de douleur à laquelle aucun remède ne pouvait remédier. Depuis plusieurs semaines déjà, Henri III ne quittait pas son lit, et les courtisans, se relayant, chuchotaient à propos de l'odeur nauséabonde qui se dégageait du corps du roi et envahissait toute sa chambre. Son visage était bleu de fièvre, ses lèvres gercées, et ses yeux, tremblants dans leurs orbites, suivaient chaque mouvement des serviteurs et des médecins. Son pouls était à peine perceptible, sa langue était recouverte d'un enduit jaune, sa respiration était saccadée et nauséabonde. Les premiers signes de putréfaction ulcéreuse apparurent sur ses cuisses et ses fesses. Des croûtes et des crevasses imprégnées de sang et de pus dégageaient une odeur si forte que même les courtisans les plus endurcis ne pouvaient la supporter sans vomir. Il y avait 3 médecins. Le premier vérifiait le pouls, la langue, la couleur du visage et notait dans un gros livre: pouls faible, à peine perceptible, fièvre variable, langue recouverte d'un enduit jaune, transpiration abondante, odeur forte et nauséabonde. Le deuxième observait l'urine et notait: l'urine est trouble, mousseuse, avec des traces de sang. Le troisième donnait des ordres: saigner en petite quantité 2 fois par jour, sangsues sur les cuisses et l'intérieur des genoux pendant 15 minutes, cautérisation ponctuelle des ulcères, pommade à base de racines de pavot broyées, d'huile et de miel pilé 3 fois par jour, compresse d'herbe sur le ventre pendant 1 heure, à changer toutes les 30 minutes. On lui donnait de l'opium en grains à l'aube et du sirop de pavot, 2 cuillères à soupe par nuit. Les courtisans murmuraient que Henri III, dans son délire, avait ordonné qu'on lui coupe le pénis, et 1 semaine plus tard, la rumeur se confirma. L'un des serviteurs, exécutant un ordre secret, s'était introduit dans ses appartements et lui avait coupé le membre afin de calmer sa passion et assurer le contrôle de son héritage. Le roi, bien qu'affaibli, réagit par des cris qui firent frémir toute la garde. Son corps, couvert de sang et de pommade, dégageait une odeur nauséabonde que ni les rideaux ni les parfums de santal ne pouvaient masquer. Toute la cour était en proie à la paranoïa. L'ancienne noblesse et le nouvel entourage se disputaient l'influence, chuchotaient pour savoir qui devait être admis auprès du roi, qui pouvait assister à sa confession et qui ne le pouvait pas. Les partisans d'une ligne dure exigeaient le maintien des exécutions des hérétiques, tandis que les nouveaux conseillers proposaient d'assouplir les lois et de laisser les héritiers prendre des initiatives. Les ambassadeurs d'Espagne et d'Angleterre s'intéressaient secrètement à l'état du roi, rédigeaient leurs rapports, consignaient les détails: qui avait goûté la nourriture et le vin, où les seaux avaient été remplacés, qui avait assisté à la saignée. La confession quotidienne durait plusieurs heures. Le roi, tremblant et gémissant, confessait ses péchés, demandait pardon, promettait l'aumône, tandis que les prêtres, effrayés par son odeur corporelle et son agressivité, se contentaient de noter silencieusement ses paroles et de répéter docilement les prières. La nuit, lorsque les portes de ses appartements étaient fermées, il entendait les murmures des serviteurs: le roi ne guérira pas, il est presque mort. Combien de temps cette agonie va-t-elle encore durer? La décomposition physique s'intensifiait. De nouvelles plaies apparaissaient sur son ventre et sa poitrine, et des fissures purulentes imprégnaient les tissus de ses cuisses. Les traces d'urine sur le feutre,
Les croûtes sur ses talons, les taches de sang sur ses draps étaient toutes consignées par ses serviteurs les plus proches, tandis que les gardes veillaient à ce que personne ne s'approche du lit sans autorisation. Henri III voyait et entendait tout, mais affaibli. Il ne pouvait que rarement donner des ordres, exiger des informations sur les affaires politiques et intervenir dans la rédaction de ses dernières volontés. Son entourage craignait son contact, l'odeur de chair en décomposition, son pénis arraché, ses plaies purulentes rendaient tout contact avec le roi impossible. Les médecins consignaient chaque heure, pouls à peine perceptible, température élevée, respiration saccadée, langue chargée, transpiration abondante, odeur corporelle de plus en plus forte. Mais malgré cela, il continuait à exercer le pouvoir, exigeait des rapports, menaçait de mort ceux qui désobéissaient et insistait pour que les documents soient signés. Les chroniques notaient « Le roi est vivant », mais son corps se décompose et son esprit s'affaiblit. Chaque jour apporte de nouvelles souffrances. Les serviteurs et les médecins ont peur de s'approcher, et la cour est plongée dans la peur et le chaos. Les rapports des serviteurs indiquaient qui donnait les médicaments, qui changeait les draps, qui surveillait les saignées. Ces confesseurs notaient ces fluctuations constantes entre le repentir et la rage, ses demandes de pardon et ses ordres d'exécution. Chaque jour, la dégradation physique et morale s'aggravait, exacerbant les intrigues politiques. Les vieilles familles craignaient les héritiers, le nouvel entourage cherchait des moyens de contrôle, les ambassadeurs tentaient d'utiliser la faiblesse du roi à leur propre fin. Le roi Henri III, qui avait à peine conscience, ne pouvait plus distinguer ses amis de ses ennemis, mais continuait à diriger l'État depuis son lit, malgré l'odeur épouvantable, la douleur et la décomposition continue de son corps. La douleur devint insupportable. Les plaies sanglantes sur ses cuisses et ses fesses s'agrandirent. Le pus suintait et s'accumulait en gouttes qui laissaient des traces sur les draps. Henri III était presque immobile. Son corps tremblait de fièvre et de douleur. Sa respiration était saccadée et l'odeur de décomposition pénétrait à travers les portes fermées dans les couloirs du palais. Son pouls était faible, à peine perceptible. Sa langue était recouverte d'une épaisse couche de tartre jaunâtre et verte. Ses yeux erraient aveuglément dans la pièce, suivant les mouvements des serviteurs et des médecins qui ne pouvaient désormais s'approcher à plus de quelques pas, craignant l'infection et la puanteur. Les médecins continuaient les procédures. Saigner le matin et le soir, sangsues sur la face interne des genoux et sur les mains pendant 15 minutes, cautérisation ponctuelle des ulcères, pommade à base de racines de pavot, de miel et d'huile, compresse d'herbe sur le ventre et la poitrine, changer toutes les 30 minutes. On lui administrait des remèdes opiacés 3 fois par jour et 2 cuillères de sirop de pavot le soir. Chaque médicament était consigné dans un journal avec indication de l'heure, de la dose et des observations sur la réaction du roi. Le pouls est à peine perceptible, la fièvre est variable, la langue est recouverte d'un enduit, la respiration est saccadée, la transpiration est abondante, l'odeur s'intensifie, écrivaient les médecins, craignant pour leur propre vie. Les serviteurs murmuraient de plus en plus souvent que Henri III, dans son délire, avait ordonné de détruire son pénis, puis, sur ordre de conseillers secrets, celui-ci avait été coupé. La peur grandissait parmi les courtisans. Certains affirmaient avoir entendu le roi crier de douleur pendant la nuit,
et seul un de ses serviteurs de confiance osait lui donner des médicaments. Les autres restaient à la porte, craignant d'être accusés de trahison ou de complicité avec des sorcières et des hérétiques. La lutte politique s'intensifiait. L'ancienne noblesse exigeait le maintien de l'ordre ancien, tandis que le nouvel entourage cherchait à limiter le pouvoir du roi en signant les derniers décrets et en contrôlant son héritage. Les ambassadeurs d'Espagne et d'Angleterre s'intéressaient secrètement à l'état de santé d'Henri III, notant chaque événement, qui goûtait la nourriture et le vin, qui assistait aux saignées et posait les sangsues. La correspondance avec eux était enregistrée en secret et les palais étaient envahis par des rumeurs sur les changements de pouvoir à venir. Malgré son épuisement, le roi continuait à commander. Sa voix, bien que faible, ordonnait de changer la garde, de vérifier les registres alimentaires, de surveiller strictement les médicaments et les procédures. Les gardes avaient peur de toucher son corps en décomposition, dont l'odeur faisait perdre connaissance. De nouvelles plaies apparurent sur sa peau. Du pus et des caillots de sang s'accumulaient dans les plis de son ventre et à l'intérieur de ses cuisses. Des traces d'urine sur le feutre et des croûtes sur ses talons compliquaient les soins quotidiens. Les confesseurs notaient son hésitation constante entre la crainte du jugement divin et la fureur. Le roi demandait pardon pour ses péchés, promettait l'aumône, mais ordonnait en même temps de nouvelles exécutions, exigeait la mort des hérétiques et des traîtres. Les serviteurs remarquaient qu'il était encore capable de donner des ordres, de suivre les affaires politiques et de dicter les conditions de son testament, bien que son délire s'intensifie et que les rumeurs et les intrigues s'infiltrent dans tous les recoins de ses appartements. Les journaux des serviteurs consignaient chaque instant qui donnait les médicaments, qui changeait les draps, qui surveillait les saignées. Les serviteurs murmuraient que le roi voyait et entendait tout, mais qu'il était incapable de bouger complètement. Les couches de feutre étaient changées toutes les quelques heures, mais l'odeur de décomposition envahissait les couloirs, provoquant le dégoût des courtisans. Chaque jour, le sentiment d'horreur grandissait. Le roi se décomposait lentement, mais le pouvoir restait entre ses mains. Les chroniques notaient « Le roi est vivant, mais son corps se décompose. Les serviteurs ont peur et la cour est plongée dans la terreur. Les confesseurs consignent ses confessions, les médecins l'observent toutes les heures, et les courtisans s'efforcent de ne pas s'attirer ses foudres. Le pays est en proie à la paranoïa. Les héritiers guettent le moindre signe de faiblesse. Les vieilles familles craignent de perdre leur influence. Les nouveaux conseillers cherchent des moyens de contrôler la situation. Malgré ses souffrances, le roi continue de gouverner, mais sa présence effraie de plus en plus son entourage. Henri III s'enfonçait de plus en plus dans l'agonie, mais son corps résistait encore à la mort. Des ulcères se propageaient sur son ventre et à l'intérieur de ses cuisses. Du pus suintait, laissant des traces de sang sur les draps et le feutre. Les traces d'urine se mélangeaient aux croûtes sur ses talons. Des sécrétions nauséabondes imprégnaient ses vêtements, et l'odeur de décomposition se répandait de plus en plus dans les pièces. Les médecins constataient « Le pouls est à peine perceptible, la respiration est saccadée, la fièvre est variable, la langue est recouverte d'un enduit, la transpiration est abondante, l'odeur s'intensifie. » On lui administrait de l'opium et du sirop de pavot selon un horaire strict.
On lui faisait des saignées et on lui posait des sangsues 2 fois par jour. On lui appliquait des compresses pendant 1 heure en les changeant toutes les 30 minutes, mais le soulagement était minime. Le roi, dans son délire, parlait tout seul, entendait des chuchotements que personne n'émettait. Il répétait ses ordres, touchait parfois les bandages, les pommades et les compresses à base de plantes, mais perdait souvent le contrôle de son corps. Le corps, privé de son pénis sur ordre secret, devenait une source supplémentaire de honte et de douleur. Les serviteurs et les gardes se tenaient à distance, craignant de le toucher, et l'odeur de la chair en décomposition faisait perdre connaissance à beaucoup. Henri III saisissait parfois la personne la plus proche par l'épaule ou les vêtements, poussant un ordre rauque, mais le plus souvent, il tremblait impuissant sur son lit. Les intrigues politiques s'intensifiaient. La vieille noblesse tentait de profiter de la faiblesse du roi pour accélérer le changement de pouvoir, tandis que son nouvel entourage contrôlait son testament et ses documents. Les ambassadeurs d'Espagne et d'Angleterre observaient secrètement qui était autorisé à approcher le roi, qui vérifiait la nourriture et le vin, où les sceaux étaient remplacés. Chaque action était consignée dans des rapports, et les rumeurs sur les changements à venir se répandaient dans tout le palais. Les confesseurs notaient que le roi, à l'agonie, continuait à se confesser, à demander pardon, à promettre l'aumône, mais ordonnait en même temps l'exécution des hérétiques et des traîtres. Ces délires étaient remplis de la crainte du jugement de Dieu, mais aussi d'une fureur qui effrayait tous ceux qui l'entouraient. Les serviteurs consignaient chaque instant qui donnait les médicaments, qui changeait les draps, qui surveillait la saignée. Peu à peu, le roi devint dangereux, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son entourage, qui voyait ses souffrances et savait que chaque ordre pouvait être le dernier pour les désobéissants. La décomposition corporelle s'intensifiait. De nouvelles plaies apparaissaient sur la poitrine et les bras. Des croûtes purulentes et des fissures sanglantes s'étendaient. Les muqueuses s'enflammaient. Le corps dégageait une odeur qu'aucun parfum ni huile aromatique ne pouvait masquer. Même les serviteurs et les gardes les plus fidèles ont commencé à éviter tout contact direct, ne lui apportant que rarement des compresses et des médicaments à l'aide de longues cuillères ou de bâtons. Les chroniques rapportaient que le roi était toujours au pouvoir, malgré la dégradation de son corps et la décomposition de son pénis. Les courtisans craignaient de le toucher, de l'irriter, mais tentaient en même temps de falsifier son testament et d'influencer ses héritiers. Les serviteurs murmuraient que Henri III, dans son délire, accusait tout le monde autour de lui de trahison, mais que son pouvoir était toujours intact. Chaque jour était une épreuve. Les souffrances physiques et les hallucinations s'intensifiaient, tandis que les intrigues politiques envenimaient l'atmosphère du palais. Les chuchotements et les rapports de la garde indiquaient « Le roi bouge à peine ». L'odeur de pourriture s'intensifie. De nouvelles plaies recouvrent sa poitrine et son ventre. Son pénis a été amputé. Son corps suinte du pus et du sang. Il est encore capable de donner des ordres, mais il perd le contrôle de son corps. Les médecins continuaient leurs observations, vérifiant son pouls, sa respiration, sa langue et son urine, mais son état ne s'améliorait guère. Les courtisans voyaient avec horreur Henri III se décomposer lentement, tout en conservant sa capacité à diriger le pays. Les vieilles familles et les nouveaux conseillers cherchaient des moyens de le contrôler.
Les ambassadeurs cherchaient à manipuler le pouvoir. Les serviteurs craignaient de toucher son corps. L'odeur de pourriture était insupportable, mais le roi continuait à donner des ordres et à observer tout ce qui se passait dans ses appartements. Henri III avait presque perdu la vue. Une membrane blanchâtre recouvrait ses yeux, ne laissant apparaître que les contours flous des serviteurs et des meubles. Les rumeurs, les chuchotements et les rapports lui parvenaient, mais il confondait de plus en plus souvent les noms et les événements. Les ulcères sur son ventre, ses cuisses et sa poitrine s'agrandissaient, le pus suintait dans les plis, le sang se mélangeait aux pommades et aux restes d'urine. Son pénis avait été complètement amputé et son corps dégageait une odeur nauséabonde que même les couches de feutre et les compresses d'herbe ne pouvaient absorber. Chaque pas des serviteurs le faisait trembler. Le roi sentait leur présence, mais ne pouvait les voir. Il devinait seulement leurs mouvements grâce au bruit et aux odeurs. L'épuisement physique s'accompagnait d'une dépression nerveuse. Henri III répétait souvent les mêmes ordres, demandait du sang pour une saignée, exigeait que l'on change ses onguents et ses compresses, mais oubliait souvent les procédures déjà effectuées. Son corps, privé de pénis, couvert de plaies et de pus, était devenu une source de peur et de dégoût pour les courtisans. Les serviteurs s'approchaient avec précaution, lui apportant ses médicaments sur de longues cuillères et veillant à ce qu'il ne sente pas directement l'odeur de pourriture. La lutte politique atteignit son paroxysme. La vieille noblesse tenta de falsifier le testament, tandis que le nouvel entourage contrôlait l'accès au roi et ses lettres. Les ambassadeurs d'Espagne et d'Angleterre, qui connaissaient l'état du roi, notaient chaque détail, qui était autorisé à approcher le roi, qui vérifiait sa nourriture, qui surveillait les procédures, qui pouvait recopier les rapports. Chaque heure était consignée dans des notes secrètes distribuées aux conseillers les plus proches. Les confesseurs, craignant la colère et la maladie du roi, notaient ses fréquentes confessions, ses prières, ses demandes de pardon et, en même temps, ses ordres d'exécution. Henri III, dans son délire, accusait tout le monde autour de lui de trahison, exigeait des rapports sur les actions politiques, mais oubliait qui il avait condamné à mort et qui il avait gracié. Les serviteurs consignaient tous ces événements, craignant que la moindre omission ne leur coûte la vie. Des ulcères et des fissures se propageaient sur tout le corps, du pus et du sang suintaient, les muscles perdaient leur tonus, la peau se relâchait. Son pouls était faible, sa respiration saccadée, sa fièvre variable, sa langue chargée. Il transpirait abondamment et son odeur s'intensifiait. Même les médecins les plus courageux craignaient de s'approcher du roi et lui administraient les soins à l'aide de longues cuillères ou de bâtons. On lui administrait de l'opium et du sirop de pavot selon un horaire précis. On lui faisait des saignées 2 fois par jour. On changeait ses compresses toutes les demi-heures. On lui appliquait des pommades 3 fois par jour. Mais cela ne lui apportait qu'un soulagement minime. Son entourage commença peu à peu à se détourner de lui. Le roi, qui bougeait à peine, restait dangereux et imprévisible. Les vieilles familles tentaient de renforcer la position des héritiers. Les nouveaux conseillers cherchaient des moyens de contrôler la situation. Les ambassadeurs essayaient d'utiliser la faiblesse du roi à leur avantage. Les rumeurs sur la mort et le testament s'intensifiaient, tandis que le roi
continuait à commander, souffrant, gémissant, hallucinant, craignant le jugement de Dieu et terrifié par sa propre mort. Les chroniques rapportaient: le roi est vivant, mais son corps se décompose. Des ulcères et des fissures recouvrent ses cuisses et sa poitrine. Son pénis a été amputé. L'odeur de pourriture s'intensifie. Les serviteurs ont peur de s'approcher, mais le roi est encore capable de donner des ordres. Chaque action était consignée. Qui donnait les médicaments? Qui changeait les draps? Qui surveillait les procédures? Le roi détenait encore le pouvoir, mais il sentait de plus en plus la fin approcher. Les dernières heures d'Henri III s'écoulèrent lentement, comme si tout le palais était figé dans l'attente. Le corps du roi était presque entièrement détruit. Il avait complètement perdu la vue. La peau de sa poitrine, de son ventre et de ses cuisses était amincie, couverte de plaies et de fissures purulentes, et une odeur de décomposition emplissait chaque recoin de ses appartements. Son pénis avait été amputé. Les plaies sur ses muqueuses empoisonnaient l'air et ses organes internes, affaiblis par des semaines de souffrance, cessèrent progressivement de fonctionner. Sa respiration était saccadée, son pouls faible, sa fièvre variable, sa langue recouverte d'un épais enduit. La sueur coulait à flots, se mélangeant au reste de pommade et de compresses à base de plantes. Les serviteurs, les gardes et les médecins se tenaient à distance respectable, observant les derniers signes de vie, mais le roi pouvait encore donner de faibles ordres, demandant d'une voix rauque qu'on change ses compresses ou qu'on lui donne de nouvelles doses d'opium. Il gémissait, criait, s'agrippait convulsivement aux draps, et ceux qui l'entouraient osaient à peine s'approcher. Les chuchotements des courtisans et les rapports étaient consignés en secret. Qui donnait les médicaments? Qui changeait les draps? Qui surveillait les saignées et les sangsues? Personne n'osait toucher le corps en décomposition, mais tous comprenaient que le pouvoir du roi était toujours intact, même dans un état de décomposition presque totale. Les intrigues politiques avaient atteint leur paroxysme. La vieille noblesse tentait de falsifier le testament, mais le nouvel entourage contrôlait l'accès aux derniers décrets. Les ambassadeurs d'Espagne et d'Angleterre notaient chaque détail: qui était autorisé à approcher le roi, qui vérifiait la nourriture et le vin, qui recopiait les rapports. Le soir, des réunions secrètes discutaient des options possibles pour le pouvoir après la mort du roi. Les courtisans craignaient de prendre des décisions sans l'accord d'Henri III, même lorsque son corps était presque entièrement immobilisé. Les confesseurs ont noté des manifestations extrêmes de peur du jugement divin. Le roi demandait pardon, promettait l'aumône, pleurait et ordonnait en même temps l'exécution des hérétiques et des traîtres. Les hallucinations s'intensifièrent. Il voyait ceux qui l'avaient trahi, entendait des chuchotements qui n'existaient pas. Son corps était une source d'horreur. Son pénis avait été amputé, ses plaies suppuraient. Des écoulements sanglants se mélangeaient à des restes d'urine et de pommade. Le pus coulait le long de ses cuisses et de son ventre. Les serviteurs, les gardes et les médecins avaient peur de le toucher, mais ils accomplissaient chaque heure les procédures à l'aide de longues cuillères et de bâtons. Lorsque l'obscurité de la nuit recouvrit le palais, Henri III poussa un dernier ordre rauque et s'immobilisa. Son pouls s'arrêta, sa respiration s'interrompit, son corps rendit définitivement l'âme. Les courtisans se figèrent, les gardes restèrent immobiles,
Les serviteurs et les médecins détournèrent les yeux, sentant l'odeur de la mort et de la décomposition. Quelques heures plus tard, ils commencèrent à préparer le corps pour le sortir de la chambre. Mais même là, les difficultés étaient grandes. Le pus et les ulcères rendaient le travail difficile. Les couches de feutre étaient imbibées, les vêtements et les draps étaient détruits. La mort d'Henri III a semé le chaos. La vieille noblesse s'est empressée de consolider le pouvoir des héritiers, tandis que le nouvel entourage a tenté de tirer profit de la substitution du testament. Les ambassadeurs des puissances étrangères ont consigné les événements, s'efforçant d'utiliser la faiblesse et la mort du roi à leur propre avantage. Le peuple, les prêtres et les courtisans ressentaient le contraste entre l'ancienne grandeur et la fin humiliante. Le grand roi, qui avait tenu le pays d'une main de fer, gisait désormais défiguré, en décomposition, privé de son pénis, inspirant à la fois l'horreur et le dégoût. Les chroniques ultérieures écrivaient « Le roi de France Henri III est mort dans d'atroces souffrances, son corps couvert de plaies et de pus, le pénis mutilé. Le pouvoir est passé à ses héritiers, mais la cour s'est enfoncée dans les intrigues. Les ambassades étrangères ont profité de l'occasion. Le peuple a vu la grandeur faire place à l'horreur, la crainte de Dieu et de la mort se mêler à la lutte pour le pouvoir. Les traités médicaux de l'époque ont plus tard décrit ce cas comme un exemple de dégradation extrême du corps et de l'esprit suite à une longue maladie et à des pressions politiques. La mort d'Henri III est devenue le symbole de la lente décomposition non seulement du corps, mais aussi de l'ordre moral. Le pouvoir est resté entre les mains du roi même dans ses souffrances. Mais à la fin de sa vie, un nouveau système fondé sur les intrigues, la peur et les tentatives de contrôle de l'héritage s'est mis en place. L'odeur, les maladies, le pénis amputé, les ulcères et les écoulements purulents restèrent dans la mémoire des courtisans, et les chroniques immortalisèrent à jamais ce mélange d'horreur physique, de peur religieuse et de chaos politique qui entraîna des changements dans la gouvernance de la France.